Ici Satou. Mes parents ont toujours pensé que voyager en bateau était une croisière de luxe, mais en tant que membre de la petite bourgeoisie, j'ai tendance à imaginer un ferry pour une île lointaine. Quoi qu'il en soit, je crois que l'image d'un bateau laissant son sillage dans les vagues est classique. 2 jours après le départ de Mademoiselle Sarah, nous avons embarqué sur le navire du vice-roi avec Tolma et sa famille, le groupe de Mademoiselle Karina et les chevaliers gardes du temple. Le navire était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec suffisamment de place pour charger plusieurs chariots sur le pont. Le nôtre était le seul chariot cette fois-ci, alors nous avons fait charger le nôtre par des employés du port la veille. La plupart étaient des golems ou des petits géants de 6 mètres de haut, et les voir utiliser la grue de chargement du port pour charger notre chariot sur le navire nous a impressionnés. Le sifflet à vapeur a retenti, signalant notre départ. En fait, puisqu'il s'agit d'un outil fonctionnant à la magie plutôt qu'à la vapeur, je devrais peut-être l'appeler une flûte enchantée. Levez l'ancre. Les marins se sont empressés d'agir sur l'ordre du capitaine. Le capitaine était humain, mais plus de la moitié des marins étaient des hommes bêtes. Des demi-humains volants, comme les hommes oiseaux et les hommes chauves-souris, étaient chargés de la surveillance sur le grand mât. Je m'appuyais contre la rambarde du pont, saluant de la main ceux qui étaient venus nous dire au revoir. Seigneur Satou, Dame Mia, revenez jouer un jour. Oh, et toi aussi, Arisa. La voix la plus forte était celle de la fille du vice-roi. C'était l'une des enfants qui était dans la galerie des cacahuètes pendant la bataille des démons. J'avais supposé qu'ils étaient tous des garçons, alors j'ai été assez surpris quand je l'ai découvert. Elle avait réclamé des leçons de magie en apprenant que Mia était une elfe, et Mia les avait dispensées, avec l'interprétation et les explications complémentaires d'Arisa et de moi-même. Elle s'était visiblement attachée à moi au passage, même si je ne l'ai pas laissée passer. Elle était à peine au collège. Bien qu'elle ait été mentionnée après coup, Arisa lui adressait un salut plutôt joyeux. C'était Arisa pour toi, pourtant. Étant une réincarnation, elle était vraiment très adulte, MWAA. Comme si j'allais laisser un nouveau personnage hisser le moindre drapeau. Disparaître de notre histoire à jamais. Un nouveau personnage. Était-ce ainsi qu'Arisa voyait la fille du vice-roi? Elle était particulièrement méchante aujourd'hui. Tandis que le navire virait, je lui ai donné une légère tape sur la tête. Puis nous sommes allés toutes les deux à la proue, où Pochi et Tama observaient joyeusement l'eau. Il y a aussi des membres de ce culte dans l'ancienne capitale? Oui, c'est un groupe plus important que je ne l'avais imaginé au début. Tout en parlant, je soutenais consciencieusement Arisa par la taille tandis qu'elle tendait les bras vers la proue. Tu vas les nettoyer à nouveau, alors? Autant que possible. Certains sont des nobles de haut rang cette fois, alors ce ne sera peut-être pas aussi facile qu'avant. Les membres des ailes de la liberté de Gururian City avaient été arrêtés et emprisonnés après que j'ai révélé leur nom et leur localisation aux autorités. Quelques-uns s'étaient échappés, mais je les ai capturés en pleine nuit, sous une cagoule noire, et je les ai emmenés en prison avec les autres. Allez-vous parler de cette corne au duc? La corne à laquelle Arisa faisait référence était la corne courte, capable de transformer les humains en démons. Probablement. Je veux juste le rencontrer et me faire une idée de lui. Ouais, bonne idée. Certes, l'idée de l'apparition soudaine de démons mineurs dans les villes était effrayante, mais celle d'une insurrection nourrie par la paranoïa et la peur l'était tout autant. Je n'aurais jamais imaginé que des terroristes puissent exister dans un monde imaginaire. Sans blague, j'approuvais sans réserve la plainte d'Arisa. Sire Vicomte, c'est plutôt dangereux, alors si vous le permettez. L'endroit où nous nous trouvions était censé être interdit d'accès, mais nous avions réussi à obtenir la permission grâce à la demande insistante d'Arisa. Le guide chargé de répondre à nos besoins semblait angoissé, alors je suis retourné sur le pont, accompagné d'Arisa, l'air satisfait. Voilà une chose de plus que je peux cocher sur ma liste de choses à faire avant de mourir. On aurait dit qu'elle avait voulu rejouer une scène d'un célèbre film américain. Elle me semblait familière, et le film avait été suffisamment acclamé pour que j'en reconnaisse le titre, mais j'étais trop occupé par mon travail pour voir autre chose que la bande-annonce. Maintenant, permettez-moi de vous montrer vos chambres. Le guide nous a fait descendre l'escalier jusqu'aux chambres d'amis à l'arrière du navire. Ce navire, imposant, comptait 3 étages en tout, pont compris. Le premier étage abritait les chambres d'amis et la cabine du capitaine, et le 3e étage abritait les pièces pour le bétail, la cargaison et les quartiers des marins. L'ancienne capitale était à près de 300 km en aval, mais avec le navire spécial du vice-roi, nous y arriverions en à peine 2 jours. Sur un bateau normal, il faudrait 3 ou 4 jours, avec tous les arrêts dans les 4 autres villes et villages sur la route vers l'ancienne capitale. J'avais craint le mal de mer, mais les seules victimes furent l'une des servantes de Mademoiselle Karina, qui s'est effondrée dans la première demi-heure du voyage, et Tolma, qui s'est effondrée au bout d'1 heure. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau, mais personne d'autre n'a eu le mal de mer.
Le guide a donné des médicaments contre le mal de mer à Tolma et à la servante, afin qu'elle se rétablisse rapidement. Après avoir déposé nos bagages dans la cabine, j'ai laissé à tout le monde un peu de temps libre. J'adore cette brise. Oui, elle sent très bon. Comme la rivière et la flore. Je me suis adossée au canapé que le guide avait installé pour nous sur le pont et j'ai bu une gorgée d'eau fruitée. Au lieu d'un canapé luxueux comme on en voit dans une maison noble, celui-ci était simple et résistant à l'humidité. Lisa était assise non loin de là, sur une natte ronde en herbe tressée, plissant les yeux face au léger vent qui ondulait dans ses cheveux vermillons. Même sur le vaisseau, elle avait toujours sa lance magique adorée à ses côtés. Évidemment, porter une armure aurait été un peu excessif, alors aujourd'hui, elle avait enfilé une robe simple assortie à celle des autres enfants. Chacun avait un motif unique, celui de Lisa était inspiré de flammes rouges. Les autres enfants étaient partis explorer le vaisseau. Je ne m'attendais pas à ce que Lulu les rejoigne, mais je comprenais pourquoi sa curiosité l'avait emportée, car elle n'avait jamais mis les pieds sur un vaisseau de cette taille. Pendant que je réfléchissais, Mademoiselle Karina revint de sa visite. Je n'ai rien à faire. Madame Karina, pourquoi ne pas vous joindre aux filles pour explorer le vaisseau? Ne suis-je pas la bienvenue ici, sœur Pendragon? Mademoiselle Karina me regarda avec une moue presque entièrement masquée par son énorme poitrine. J'échangeai un regard avec Lisa, qui se leva pour lui préparer un canapé d'appoint. Enfin, la seule préparation consistait à retirer le drap imperméable qui le recouvrait. Bien sûr, voulez-vous vous asseoir? Oui, merci. Mademoiselle Karina s'assit gracieusement sur le canapé que Lisa lui avait préparé. Prenant note de l'effet de la loi d'inertie sur sa poitrine gigantesque, je m'adressai à Mademoiselle Karina. Voulez-vous un peu d'eau fruitée? C'est très énergisant. C'est énergisant? Certainement. C'est comme vous n'en avez jamais bu. Énergisant, comme je n'en ai jamais. Marmonnant quelque chose d'incompréhensible, Mademoiselle Karina jeta plusieurs regards entre ma bouche et le verre que je lui tendais. Non, merci, je n'ai pas terriblement soif en ce moment. Rougissant d'un rouge éclatant, elle secoua la tête avec insistance et fit non des deux mains. La danse de ses seins magiques était captivante. Je ne sais pas ce qu'elle a cru comprendre, mais je suppose qu'une jeune femme de son âge avait une imagination débordante. Au bout de quelques minutes, elle sembla se calmer un peu, mais elle garda le visage écarlate et évita mon regard. Juste à ce moment-là, Tama et Pochi revinrent de leur exploration. On est de retour. Monsieur, bon retour. Je les rattrapais en plein vol alors qu'ils bondissaient sur moi et les plaçaient de chaque côté du canapé. Ils semblaient assoiffés, alors je leur offris de l'eau fruitée sur la table basse. Tellement pétillante? Ça pétille dans ma bouche, monsieur. Les deux filles bêtes bondirent sur le canapé, fixant les tasses qu'elles serraient à deux mains. Elles écarquillèrent toutes deux les yeux de surprise. Tama avait même la queue gonflée. Oh, c'est pétillant, hein? Bon sang, ça fait si longtemps. Arisa me vola mon verre, but une gorgée et s'exclama bruyamment. Dans ce duché, il existait de l'eau pétillante naturelle, donc on la vendait à un prix relativement bas dans les villes bordant le grand fleuve. Injuste. Mia arracha le gobelet des mains d'Arisa et le porta à ses lèvres. Elle ne sembla pas surprise par l'eau pétillante aux fruits, alors c'était peut-être courant au village des elfes. Pas besoin de se chamailler, les filles. Il y a plein d'autres gobelets sur la table. Vous ne comprenez pas, hein? Danse. C'était impoli. Je me suis contentée de souligner l'évidence. Lulu sourit affectueusement à la scène en versant la boisson dans un nouveau gobelet. Lulu, assure-toi de ne le remplir qu'à moitié. D'accord. Dewa. Lulu paniqua lorsque le liquide pétillant commença à bouillonner. Vite, je pris le gobelet et avalai bruyamment la mousse avant qu'elle ne déborde. Voilà, ça devrait aller. Merci beaucoup, maître. Restez immobile un instant, s'il vous plaît. Lulu essuya la mousse sur ma lèvre supérieure avec un mouchoir. Bravo, ma chère sœur. Laisse-moi jeter ce mouchoir pour. Non, merci, Arisa. Je vais le laver moi-même. Arisa, qui avait réapparu à côté de Lulu, essaya de lui arracher le mouchoir des mains. Pendant que Lulu semblait occupée à leur petit jeu, je servis de l'eau fruitée à Nana à sa place. Merci, maître, je vous informe. Soyez prudente, c'est très pétillant, madame. Tama et Pochi lancèrent un sérieux avertissement à Nana en portant la boisson gazeuse à ses lèvres. Votre avis a été pris en compte. Je serai prudente, je vous informe. Après avoir salué Tama et Pochi, Nana prit une gorgée. Maître, et se pencha vers moi d'un mouvement de poupée. Maître, cette eau fruitée est vivante, je vous informe. Ce n'est que de l'acide carbonique. Elle pétille à cause d'une réaction chimique. Nana semblait alarmée malgré son expression toujours impassible, alors j'ai essayé de la rassurer. J'ai un instant envisagé d'inventer une histoire pour la taquiner un peu, mais j'ai renoncé. Elle me croirait probablement. Monsieur Pendragon, pourriez-vous me donner un verre aussi? Mademoiselle Karina, qui nous observait furtivement depuis un moment, a finalement cédé à sa curiosité. Bien sûr, je vais vous en servir un.
Laissez-moi m'en occuper, maître. Ayant triomphé d'Arisa, Lulu retourna à son travail avec un sourire enjoué. Tama et Pochi, déjà lassés de la nouveauté du gaz, grimpèrent sur le canapé pour s'asseoir à côté de moi. C'était un 2 places, donc c'était assez étroit. Ensemble, monsieur? Une fois Tama et Pochi installés, Lisa leur tendit le reste de leur boisson. Je vous appelle. Arisa leva les mains d'un air exigeant, alors je la soulevai et la plaçai sur mes genoux comme demandé. Mia grommela, mais il n'y avait plus de place. Au lieu de cela, elle tituba derrière le canapé et s'assit sur le dossier derrière ma tête, jouant avec mes cheveux. Mia, arrête de me toucher les cheveux. Mia laissa mes cheveux tranquilles, mais elle commença à me tapoter les oreilles avec ses doigts. Je préférerais que seules les femmes adultes fassent ça, merci. C'est honteux d'agir de façon aussi déplacée si tôt. Mademoiselle Karina, visiblement vexée par ces câlins parfaitement innocents, plissa les yeux, attrapa le gobelet que Lulu lui tendait et le vida d'un trait. Oh là là, je crois que toutes les autres personnes présentes eurent la même pensée à ce moment-là. Dans un bruissement assourdissant, un jet orange traversa le ciel. Mademoiselle Karina, qui avait goûté au gaz pour la première fois de sa vie, fit un geste théâtral, laissant tomber le gobelet. La boisson gicla sur la pauvre innocente Lulu, tandis que le gobelet rebondissait sur les seins généreux de Mademoiselle Karina, sur ceux de Nana, puis au sol. Oh là là, j'ai déposé Arisa par terre et me suis levée, distribuant des serviettes du garage bag aux 3 victimes. Les robes blanches de Nana et de Lulu étaient trempées, laissant entrevoir leurs sous-vêtements modernes en dessous. Je me suis forcée à détourner le regard. Arisa avait conçu les sous-vêtements et je les avais confectionnés. La couture tridimensionnelle était assez difficile. Les vêtements de Mademoiselle Karina étaient transparents, eux aussi, mais les bandeaux de poitrine de ce monde ne me plaisaient pas du tout. À ce propos, j'aurais pensé que Raka serait capable de se défendre contre un gobelet. Oh, attendez, si la défense de Raka s'était activée, l'eau fruitée aurait rebondi dessus et causé encore plus de dégâts, donc c'était probablement une décision délibérée. Mademoiselle Nana, vous ne devez pas vous déshabiller pour vous sécher en public. Mais, Lulu, cette eau fruitée doit être retirée immédiatement pour des raisons d'hygiène, j'insiste. Non, Lulu et Mia ont réprimandé Nana alors qu'elle essayait de se déshabiller. Nana, retourne te changer dans la chambre. C'est un ordre, tu peux te sécher là-bas. Maître, votre ordre a été enregistré, je vous le signale. Le soda collant devait être assez dégoûtant. Pour une raison inconnue, il y eut un court silence avant la réponse de Nana. Dame Karina, vous pouvez aussi vous changer dans notre chambre, si vous le souhaitez. Bien sûr, Dame Karina, veuillez me laver aussi, si vous le pouvez. Mademoiselle Karina était encore figée sur place lorsque Raka prit la parole. Cet incident peu distingué avait dû la bouleverser, car elle n'avait même pas tenté de se couvrir la poitrine avec la serviette. Son regard suivit Nana et Lulu dans la chambre. Elle devait se sentir coupable. Prenant une autre serviette dans le sac de rangement, je la drapai sur les épaules de Karina, cachant sa poitrine. Lulu et Nana ne sont pas fâchés. Et il est difficile de vous regarder sans être impoli dans cet état, alors, s'il vous plaît, changez-vous. À ma deuxième incitation, Mademoiselle Karina rougit, serra la serviette contre sa poitrine et se précipita vers l'escalier pour suivre les autres. Dans l'entrée, je surpris ses excuses à Nana et Lulu grâce à ma compétence, oui aiguë. Pendant que l'équipage nettoyait autour du canapé, nous nous tenions à la rambarde du navire et regardions la rivière défiler. Regardez, regardez, des sirènes, des sirènes. Fallait-il le dire 2 fois? J'ai suivi Arisa du doigt, et effectivement, elles étaient là. L'écran de réalité augmentée les appelait des nageoires, des demi-humains vivant dans l'eau. Il y avait des soldats branchiosiens sur le navire, mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait aussi d'autres espèces de poissons-hommes. Les nageoires ramassaient des mollusques, des crevettes, etc. et les apportaient aux pêcheurs sur un petit bateau. On aurait dit, d'une certaine manière, moins de belles plongeuses que des cormorans dressés. Je me contentais d'observer le petit bateau, mais lorsque la guide s'en aperçut, elle les fit signe de descendre. La conversation dériva rapidement sur l'achat et la vente de produits de la mer, alors Lisa et moi nous dirigeâmes vers l'ascenseur à l'avant du navire. Lisa, la guide, et moi fûmes embarqués dans une nacelle de l'ascenseur, qui était descendue à la surface de l'eau pour que nous puissions voir à l'intérieur du petit bateau. Il y avait des mollusques de la taille d'assiette, des crevettes de la taille de langouste, et même des pieuvres de plus d'1,80 m. Je ne pensais pas que les pieuvres pouvaient vivre en eau douce, mais je suppose qu'il était inutile de supposer que ce monde fonctionnerait selon la même logique que le mien. C'est cette créature bizarre et comestible? Oui, on l'appelle une pieuvre. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment délicieux. Lisa semblait alarmée, alors je lui ai expliqué. Elle ne semblait pas se rendre compte qu'elle s'accrochait à mon bras sous le choc, mais j'ai décidé que ce n'était pas la peine de le lui faire remarquer. Sire chevalier héréditaire,
Combien allons-nous acheter? Je me suis dit qu'une crevette par personne, quelques mollusques et environ 3 pieuvres devraient suffire. Quand j'ai passé commande, la guide a réagi avec surprise. D'après elle, la plupart des nobles ou des habitants d'autres territoires avaient tendance à éviter les pieuvres. Le prix de tous les produits s'élevait à 2 grosses pièces de cuivre, bien moins que le prix suggéré par ma compétence estimation. Des pieuvres? Lâchez, sire. Tama et Pochi ont attrapé une pieuvre qui tentait de s'échapper du seau, mais elles se sont empêtrées dans ses tentacules. Lassé des sucettes, Pochi rongeait férocement un de ses appendices. C'était peut-être bon, mais j'aimerais qu'elle arrête de mordre la nourriture crue. Tama finit par se libérer, puis alla rejoindre Pochi, grattant le tentacule incriminé avec ses ongles. Arrête de jouer et sauve Pochi, veux-tu? C'était mignon comme elle était en colère, alors je ne pouvais pas reprocher à Tama de ne pas être plus serviable. Bon, je suppose que je devrais les aider. Satu. En entendant Mia crier d'un air misérable derrière moi, je me suis retournée et j'ai découvert qu'elle aussi avait été la proie d'une pieuvre. Si une femme plus âgée se trouvait dans cette situation désespérée, cela pourrait évoquer des associations désagréables, mais avec Mia, cela n'avait pas cet effet. J'aurais aimé qu'Arisa la sauve au lieu de faire des blagues sur les elfes sexy. Avec l'aide de Lulu, qui revenait de se changer, j'ai extrait Mia. Pendant ce temps, Nana et Lisa ont aidé Pochi à s'échapper. Collant, Mia avait l'air vraiment malheureuse. À ma demande, le guide alla chercher de l'eau. Derrière moi, j'entendis Pochi s'exclamer « À l'aide, monsieur !» En me retournant, je vis qu'elle était couverte d'encre noire provenant de la pieuvre. Lisa et Tama avaient réussi à l'esquiver. « Maître, je vous demande la permission d'utiliser la flèche magique. » La pieuvre qu'ils avaient retirée de Pochi était maintenant enroulée autour du torse de Nana. Contrairement à Mia, c'était bien trop sexuel. Lisa et moi avons retiré la créature, mais telle une moufette se défendant, la pieuvre réussit à lancer une dernière attaque d'encre, imbibant le t-shirt que Nana venait d'enfiler. Maître, bien que Nana fût impassible, elle avait l'air malheureux en me fixant du regard. J'avais le sentiment qu'elle allait développer une aversion pour l'eau. Comme le bateau était en mouvement, nous ne pouvions pas utiliser l'eau dans nos chambres, de peur qu'elle ne déborde du récipient. Au lieu de cela, nous avons dû installer un écran de séparation sur le pont pour que les 3 victimes de la pieuvre puissent se baigner. J'ai discrètement déployé un rideau d'air autour d'elles pour que l'écran ne soit pas emporté. C'était autant pour les empêcher d'attraper un rhume que pour que personne ne les voie, moi y compris. Les chevaliers et les marins eurent la gentillesse de tourner le dos à toute cette affaire pendant qu'ils travaillaient. Quel galantin! Séchez! Veuillez sécher Pochi aussi, monsieur. Mia et Pochi firent le tour du paravent pour me demander de les sécher, mais je leur demandais de le faire elles-mêmes et les fis retourner derrière le paravent. Ce n'était pas ma faute si j'avais aperçu Nana par hasard. Je n'avais donc aucune raison de me sentir coupable. Vous souriez, vous savez. Oh, chut! Au mot d'Arisa, je me couvris la bouche sous prétexte de m'étirer et de bâiller. Bon, puisque j'ai vu quelque chose de bon aujourd'hui, autant essayer de cuisiner du poulpe moi-même. Le guide demanda au capitaine si j'avais la permission de cuisiner sur le navire. On m'a dit que ce n'était pas un problème tant que je ne faisais pas de feu, alors j'ai accepté d'utiliser un ustensile de cuisson magique. Pink, roulez, monsieur. Tama et Pochi observaient le poulpe bouilli avec curiosité. Je l'ai coupé en fines tranches, j'ai ajouté des herbes et j'ai réparti le tout dans des petits bols pour le faire mariner. Maître, le riz est prêt. Merci, pouvez-vous l'apporter? J'ai utilisé le riz que Lulu m'avait apporté pour faire un pilaf de poulpe. Pour Mia, j'ai utilisé des carottes et des brocolis à la place de la viande pour faire un pilaf de légumes. Pendant ce temps, Lisa a préparé les mollusques et les crevettes, puis je les ai alignés sur un grillage. Une fois le pilaf terminé, j'ai placé le grillage sur le puissant ustensile de cuisson magique pour commencer la cuisson. Lorsque je les ai coupés en tranches et que j'ai versé un peu de sauce soja sur les mollusques, un arôme alléchant a envahi l'air. Oh, ça sent bon. Tu as hâte? J'ai l'estomac qui se ratatine, monsieur. Arisa, Tama et Pochi reniflaient avec excitation près du grillage. Pendant que nous attendions, j'ai découpé le poulpe cru et je l'ai goûté. J'avais peur qu'il ait un goût de terre, mais il semblait que ça ferait un bon sashimi. Laissez-moi y goûter aussi. Moi aussi? Pochi aussi, monsieur. J'ai tendu une part à chacun des enfants à l'œil perçant. Ah, le poulpe frais, c'est toujours un régal. Moelleux? Ce n'est pas terrible, monsieur. Arisa semblait apprécier, mais Tama et Pochi n'étaient pas aussi enthousiastes. Maître, vous allez vomir si vous le mangez cru comme ça. Pardonnez mon insolence, mais je suis d'accord avec Lulu, maître. Lulu et Lisa semblaient inquiètes. Ne vous inquiétez pas, quelque chose d'aussi frais devrait faire l'affaire. Le sashimi, la méthode japonaise classique pour servir du poisson cru tranché, n'est peut-être pas très populaire ici pour des raisons de santé et de fraîcheur. Mais j'avais utilisé mon talent d'analyse souvent négligé pour vérifier sa salubrité, il devrait donc être bon à consommer. L'équipage avait l'air un peu envieux,
alors j'ai donné un pourboire à la guide et lui ai demandé de veiller à ce qu'ils aient un bon déjeuner. Le temps que j'ai fini de préparer le repas, les jeunes sont revenus avec mademoiselle Ayuna, comme je le leur avais indiqué. Elle portait la petite Mayuna, mais Tolma était introuvable. Les chevaliers du temple n'étaient pas là non plus. Dès qu'ils ont vu que je cuisinais du poulpe, ils se sont excusés, prétextant qu'ils avaient autre chose à manger. Au lieu de cela, ils se tenaient face au vent sur le pont arrière pour éviter l'odeur, observant les alentours du navire. Eh bien, quelle perte! Jeune maître Pendragon, merci de nous avoir invités. Tolma a dit qu'il n'avait pas d'appétit, alors je l'ai laissé dans la pièce. Mademoiselle Ayuna employait un langage très formel avec moi, peut-être parce qu'elle était originaire du peuple. La famille de Tolma ne lui permettant pas d'épouser une roturière, avais-je appris, il s'était donc enfui. Plus tard, lorsqu'ils apprirent que leur fille, Mayuna, avait le don d'oracle, la famille de Tolma approuva le mariage et les accueillit à nouveau dans la vieille capitale. Très bien, c'est prêt. Prenez place, s'il vous plaît, tout le monde. Les seules places étaient des tapis ronds, mais tant pis. Les servantes de mademoiselle Karina s'occupèrent du service, et nous criâmes tous en chœur, merci pour le repas, et commençâmes à manger. Miam, je ne peux pas m'arrêter. Savoureux, monsieur. Arisa attrapa avec empressement un sashimi de poulpe avec ses baguettes et le jeta dans sa bouche avec le pilaf. Pochi l'imita, les joues gonflées comme un tamia. Leurs visages s'illuminaient comme le soleil tandis qu'ils mâchaient leurs énormes bouchées. Devant une telle joie, je n'ai pas pu me résoudre à leur dire de ralentir. Le croquant unique, la saveur douce et puissante de la crevette qui jaillit de l'amertume. Tout simplement merveilleux. Miam, miam, Lisa et Tama croquaient frénétiquement des crevettes grillées sans les décortiquer. Elles semblaient apprécier cette façon de faire, alors je n'ai pas pris la peine de les corriger. Mademoiselle Karina, intriguée par leur plaisir avec les crevettes entières, a essayé de les imiter et s'est fait gronder par sa femme de chambre, Pina. Miam, Mia avait l'air un peu triste en mâchant son pilaf de légumes. J'ai fait griller des légumes sur le grillage, préparé une sauce miso au sésame rapide et le lui ai servi. Satou, avec un sourire satisfait, Mia m'a serré dans ses bras. J'étais content de lui avoir remonté le moral. Mia, partage une de tes étoiles, je t'en prie. Tiens, les étoiles dont parlait Nana étaient des rondelles de carottes coupées en étoiles. Ma tentative de m'amuser un peu en coupant les légumes a dû faire vibrer Nana. Je pourrais peut-être essayer de faire plus de forme avec les légumes la prochaine fois qu'on fera du ragoût. Maître, vous avez l'air de vous régaler. Oui, c'est vrai. Lulu m'a passé un mollusque particulièrement dodu dans mon assiette, et j'ai répondu par un sourire. Comment ne pas le faire, en mangeant un bon repas avec de jolies filles et de jolies jeunes femmes sous un ciel bleu? J'espère pouvoir passer des moments comme ceux-ci avec Zena et mademoiselle Sarah, un jour. Les servantes de mademoiselle Karina se sont occupées du ménage, alors nous nous sommes allongés sur les douces fourrures que le guide avait étalées sur la terrasse pour notre sieste. Mademoiselle Ayuna nous a rejoints, Mayuna dans les bras, tout comme mademoiselle Karina. J'ai appris qu'il s'agissait de la fourrure d'un monstre appelé léopard à 8 pattes. Un rapide coup d'œil à ma carte m'a permis de découvrir qu'il vivait dans le sud-est du duché, et que je devrais donc aller en chasser dès que j'en aurai l'occasion. Tandis que je m'attardais sur ces pensées oisives, je me suis peu à peu endormi. J'ai fait un rêve d'une chaude journée d'été de mon enfance. En contrebas, au milieu du chant incessant des cigales, un jeune garçon montait en courant un long escalier de pierre. C'était moi, je tirais sur la laisse du chien de mon grand-père en sautant d'un pas. Si ma mémoire est bonne, le sac à dos que je portais sur l'épaule contenait la dernière console de jeu portable de l'époque. Ce rêve semblait avoir été vu du ciel, alors j'ai porté mon regard plus haut dans l'escalier. Sur le terrain d'un sanctuaire shintoïste, mon ami d'enfance aux cheveux châtains jouait tranquillement avec un caillou. Dès que mon moi d'enfant est arrivé sur les lieux, mon point de vue a fusionné avec le sien. En entrant, une petite fille blonde s'est retournée, toute excitée, vers moi. Oh là là, je t'attendais, Satou. Appelle-moi Ichiru quand on ne joue pas, tu veux bien? Satou était le nom du chien de mon grand-père. C'était un nom étrange pour un chien, mais il l'avait hérité de la personne qui l'avait donné à mon grand-père. Ma famille a toujours eu tendance à être arbitraire sur ce genre de choses. HMPH, je parlais au chien, pas à toi. Vraiment? Alors je suppose qu'on va faire l'impasse sur les jeux pour aujourd'hui et jouer avec le chien dehors. Dès que j'ai lancé cette remarque taquine, la fille a abandonné son air hautain et s'est mise à s'agiter, paniquée. Comme d'habitude, elle s'en tenait à son étrange façon de parler. Attendez, un instant, si ce n'est pas nous, qui sauvera les Troyens de l'Empire achéen? Ouais, allons jouer à l'ombre, alors. Nous nous sommes assis côte à côte sur le porche ombragé du sanctuaire. Sa laisse retirée, Satou le chien a couru dans le parc, défiant la chaleur estivale. J'ai sorti 2 consoles portables de mon sac à dos et en ai donné une à la fille.
Elle aimait celle qui faisait un clic quand on bougeait le joystick. Comme toujours, elle la tripotait avant même de l'allumer, savourant le son. Une fois les deux consoles connectées avec un câble de liaison, je les ai allumées. Oh, ça commence. Le jeu était une simulation de bataille spatiale sur le thème de la guerre de Troie. Bien que destiné aux enfants, il incluait des mécanismes comme le ravitaillement et la détection ennemie. M'attaquer depuis l'extérieur de mon champ de détection ennemi, hein? Espèce de chien. C'est pour ça que je t'appelle Satou. J'ai souri d'un air ironique face à sa plainte irrationnelle. D'accord. À partir de la prochaine carte, tu pourras avoir une recherche de cartes, comme handicap. Hourra. Alors tu devrais aussi ajouter un tir de comète. Quoi? Impossible. Ça peut renverser une bataille d'un seul coup. Vraiment. Allez, un seul. S'il vous plaît, ayez pitié, un seul. Secouant ses cheveux roux, elle m'a supplié jusqu'à ce que je cède. Comme on dit, on ne gagne pas contre un enfant qui pleure ou un conte, après tout. Même si je ne sais pas vraiment pourquoi un conte, précisément. BWAA. Prends ça. Elle avait l'air tout joyeux en anéantissant ma force principale d'un tir de comète. Elle a continué à ricaner en pillant mon cuirassé principal, maintenant immobilisé. Ah, Quetshot, vous êtes trop gentil. J'ai même eu un cuirassé en souvenir. Cependant, sa suffisance se transforma en stupeur après avoir amené le cuirassé à ses côtés. Ce jeu était inspiré de la guerre de Troie. Alors, bien sûr, il incluait une stratégie du cheval de Troie. Des robots sortent du cuirassé. Arg, je viens de terminer ce porte-avions. Nuon, il ne faut pas toucher à cette usine. Une fois que mes robots eurent détruit ses provisions de l'intérieur, j'ai révélé ma véritable force principale et me suis lancé à la poursuite de son armée. Le combat fut serré, mais j'ai réussi à l'emporter. Hélas, quelle cruauté. Tu n'as aucune pitié pour une petite fille? Elle frappa le porche des deux mains, pleine de regrets, ses beaux cheveux indigos effleurant le sol. C'est impoli de se battre avec quelqu'un qui n'est pas de toute sa force, hein? HMPH, je te méprise, Satou. Que seule la plus plate des filles tombe amoureuse de toi. Même pour plaisanter, c'est une insulte assez cruelle. Après tout, toute notre classe adorait les idoles à gros seins. De toute façon, tu t'énerves quand tu perds, hein? C'est ce qui rendait le jeu avec elle amusant. Mais bien sûr, tu dois te déchaîner de toutes tes forces si tu perds, sinon tu ne grandiras jamais. On ne mûrit qu'en faisant des erreurs. Les larmes aux yeux, la jeune fille écarta ses cheveux orange et prit la pose pour faire sa déclaration. Lorsqu'elle leva le bras, les grelots bleus de son bracelet reflétaient la lumière du soleil. Hein? Dis donc, tu as toujours porté ce bracelet? Oh, oh, c'est mon porte-bonheur aujourd'hui. La jeune fille bomba le torse, puis retira un des grelots et me le tendit. Je t'en donnerai un aussi, Satou. Tu dois toujours le chérir pour qu'il te porte bonheur, compris? Bien sûr, merci. J'ai soigneusement glissé la cloche dans ma poche de poitrine. Quel rêve nostalgique. Je ne me souvenais plus exactement de la date, mais je me souvenais d'une partie avec mon ami d'enfance dans l'enceinte d'un sanctuaire. Ce que j'ignorais jusqu'à présent, c'est que l'origine du nom de mon personnage de jeu préféré, Satou, était en fait le nom du chien de mon grand-père. Il fallait que je m'assure que personne ne l'apprenne. Comme dans le flashback que j'avais eu à la porte de voyage, dans le comté de Seriou, la couleur des cheveux de la fille était totalement incohérente. Les rêves ont souvent un côté aléatoire. Alors que je m'asseyais pour boire un verre d'eau, mon regard tomba sur la cloche posée à côté de mademoiselle Karina endormie. C'était la cloche de scellement des démons, un cadeau des géants de la forêt. Encore à moitié endormie, je commençais à faire le lien avec le rêve que je venais de faire, quand... Soudain, Arisa bondit vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Maître, avant que j'aie pu finir de parler, Arisa s'est accrochée à moi et m'a serré fort dans ses bras et ses jambes. J'ai d'abord cru qu'elle me harcelait comme d'habitude, mais là, c'était différent. Elle a répété « Maître » anxieusement contre ma poitrine, alors je lui ai tapoté la tête. Arisa, je suis désolée. Arisa s'est brusquement écartée, s'excusant avec une sincérité inhabituelle. Tu as fait un cauchemar? Oui, c'était à propos de... Elle s'est arrêtée sans finir sa phrase. Je ne peux pas le dire. Arisa, je ne peux pas te dire que c'était à propos de toi entouré de machos musclés dans un festival de virilité, maître. Arisa a serré un mouchoir contre son visage, feignant les larmes. Elle avait probablement fait un rêve du passé qu'elle ne voulait pas revivre, alors j'ai décidé de la laisser me duper. Alors pourquoi tu as dit ça? J'ai passé un bras autour de la tête d'Arisa, faisant semblant de l'étrangler. J'étais extrêmement prudent, mais Arisa a quand même hurlé « Oncle, oncle », et m'a frappé la poitrine de façon théâtrale, alors je l'ai lâché rapidement. Tous ces jeux ont fini par réveiller les autres. Je ne veux pas être cool. Je ne veux pas avoir faim, monsieur. Maître, vous êtes en sécurité. Les filles bêtes m'ont serré si fort dans leurs bras que j'avais du mal à respirer. Satou, Mia, encore à moitié endormie, s'est accrochée à ma tête et a commencé à me caresser les cheveux. Maître, et Nana fit la même chose que Mia.
Savourant la sensation, je regardais autour de moi et croisais le regard de Lulu, qui pleurait en silence. Un sourire de soulagement apparut alors sur son visage et elle essuya ses larmes. Je ne savais pas pourquoi, mais il me semblait que tout le monde avait fait un cauchemar. Pour une raison inconnue, mon regard tomba sur la prêtresse oraculaire, la petite Mayuna, mais cela n'avait probablement rien à voir. Si elle pouvait influencer les rêves des gens simplement en dormant à proximité, sa mère, Mademoiselle Ayuna, serait probablement prisonnière de rêves étranges chaque nuit, après tout. Comme il était interdit de naviguer sur le fleuve après la tombée de la nuit, notre navire entra dans le port de Surute City au coucher du soleil. Malgré tout, le voyage se déroulait sans problème. Nous avions parcouru une centaine de kilomètres en aval aujourd'hui, nous devrions donc atteindre la vieille capitale dès demain. En chemin, des pirates nous ont attaqués une fois et des monstres 3 fois, mais avant que mon groupe ou les chevaliers n'interviennent, les soldats hommes branches et hommes oiseaux du navire les ont éliminés sans difficulté. Vous ne vous joindrez vraiment pas à nous, Sir Pendragon? J'ai bien peur de ne pas avoir été invité. Mademoiselle Karina m'a supplié devant une calèche arrêtée au port de Surute City, mais j'ai secoué la tête. Heureusement, sa robe de soirée était modeste. Si elle avait été plus révélatrice, mettant en valeur sa poitrine, j'aurais peut-être été charmée d'acquiescer malgré moi. L'événement auquel elle faisait référence était un dîner offert par le vice-roi de Surute. La famille de Tolma, Mademoiselle Karina, et les chevaliers impériaux avaient été invités. Les chevaliers du temple se rendraient au château du vice-roi en tant que garde de Mayuna. J'avais été invité au banquet de Gururian City en remerciement d'avoir vaincu le démon, mais les chevaliers héréditaires comme moi appartenaient à la classe la plus basse de la noblesse et recevaient rarement des invitations à un événement comme un dîner de vice-roi. Rejoignant Tolma et sa famille, Mademoiselle Karina monta dans la calèche envoyée par l'hôte. Elle continua de me regarder tandis que la calèche s'éloignait, alors je lui fis un signe de la main et lui souris joyeusement. Alors, on va explorer le quartier commerçant près du port, puis on va au restaurant dont Sir Tolma nous a parlé, d'accord? On peut entrer sans réservation? Pas d'inquiétude, j'ai demandé à la guide de nous réserver une table. Elle nous avait dit que tout irait bien grâce à nos relations, et que même s'il annulait notre réservation, nous pourrions toujours aller dans un autre restaurant ou stand de restauration. Après tout, une partie du plaisir du voyage résidait dans la gestion des imprévus. Le quartier commerçant de Surute City avait des rues étroites et les boutiques ne faisaient qu'une vingtaine de mètres carrés. Au lieu d'inviter les clients à entrer, la plupart des vendeurs se tenaient devant pour vendre et attirer les clients. Généralement, il n'y avait pas de vitrine. L'agencement était désordonné, il n'était pas rare de trouver des restaurants à côté de galeries. Je ne voulais perdre personne dans ce chaos, alors j'ai demandé à tout le monde de se tenir la main par groupe de 2 ou plus. Par mesure de précaution supplémentaire, les filles Beth et Nana étaient équipées d'armes de bronze bon marché au lieu de leur équipement habituel. Maître, c'est du kombu. Ah, du varech séché, hein? Vous devriez en faire du kobumaki. C'était une demande assez compliquée. Mais les algues feraient aussi du bouillon, alors j'ai décidé d'en acheter quelques bottes. Que dirais-tu de limaces de mer séchées, fiston? Elles sont aussi bonnes pour le bouillon. Alors, j'en prendrai bien un sac, s'il te plaît. Merci. Les bottes de kombu et les sacs de limaces séchées étaient très bon marché, à seulement une pièce de cuivre chacun. Maître, Nana m'a pris le bras contre sa poitrine et m'a emmené précipitamment à la boutique d'à côté. J'aimerais demander un de ces objets, je t'en prie. Nana me montrait du doigt de petits ornements pour cheveux en verre. Les accessoires étaient de tous les styles, en forme de poussin, de poisson, de chat, de chien, etc. Qu'en dis-tu, jeune homme? Ils coûtent tous une grosse pièce de cuivre chacun. Ça me semble un peu cher. D'après ma estimation, il ne devrait coûter qu'une seule pièce de cuivre ordinaire. Les autres enfants sont venus aussi, alors je les ai laissés en choisir un chacun. En attendant, j'ai décidé de discuter avec le commerçant. Y a-t-il un atelier de soufflage de verre dans le coin où tout ça est fabriqué? En effet, mais c'est au-delà du mur intérieur, dans les quartiers des nobles, donc on ne peut pas en acheter directement, vous savez. Le commerçant semblait sur ses gardes, soupçonnant peut-être que j'étais un marchand étranger ou quelque chose du genre. Avez-vous des miroirs, dans un endroit comme celui-ci? Bien sûr que non. Les vitres plates pour miroirs et fenêtres ne sont fabriquées que dans la verrerie de la vieille capitale, alors il faudra vous y approvisionner. Après avoir remercié le commerçant, j'ai jeté un coup d'œil aux filles, et elles semblaient avoir fait leur choix. Pour tuer le temps, j'ai choisi quelques pièces supplémentaires pour des amis comme Mademoiselle Karina et Mademoiselle Sarah. L'espace d'un instant, le visage de mon amie Zena de Serious City m'est revenu à l'esprit, alors j'ai décidé de lui acheter quelque chose aussi. Pour cela, j'ai choisi une broche en verre bleu qui irait bien avec les vêtements qu'elle portait lors de notre rendez-vous. Marchander aurait été pénible, alors j'ai simplement payé. Visiblement surpris d'avoir tout acheté sans essayer de baisser le prix,
le commerçant a souri en concluant la transaction. Jeune maître, si vous achetez des souvenirs, pourquoi ne pas prendre un gobelet en verre orque? Il avait probablement deviné que je gagnais un marque facile et a sorti une boîte du fond de la boutique. Qu'est-ce que le verre orque, exactement? C'est du verre fabriqué dans l'Empire orque, bien sûr, a-t-il répondu en ouvrant la vitrine. Saviez-vous que cette zone était autrefois partagée avec les orques jusqu'à ce que le roi ancestral vainque le seigneur démon? Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Eh bien, on l'appelle verre orque parce que c'était une spécialité de cet empire. De la boîte est sorti un gobelet en verre rouge. Il était décoré d'argent autour de l'anse, et du verre bleu en forme de fleur était soudé au centre du corps. La soudure était si parfaite qu'on aurait dit qu'il était d'une seule pièce depuis le début. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Je n'en ai que 2, alors pourquoi pas 6 pièces d'argent? C'était en fait légèrement moins cher que le prix du marché. Peut-être n'avait-il pas trouvé preneur dans le coin. J'ai décidé de l'acheter au prix demandé et de m'en servir pour boire de l'alcool, etc. Après avoir fait quelques emplettes, nous sommes arrivés au restaurant comme prévu. Je ne savais pas trop comment le guide nous avait accueillis, mais même les filles bêtes ont été accueillies sans problème. On nous a donné une salle privée et un excellent festin. Le plat principal était composé de crevettes géantes préparées en sushi, avec des accompagnements soigneusement préparés dans des petits plats et des bols, ainsi qu'un assortiment de fruits et légumes colorés à emporter. D'après ce que j'ai pu comprendre, le guide avait même informé le restaurant que certains d'entre nous ne pouvaient manger ni viande ni poisson. Si jamais je me construisais une maison, j'aimerais avoir un majordome ou une secrétaire aussi talentueux qu'elle. Le ventre est plein? Tellement content, monsieur. Tama et Pochi murmuraient de contentement, l'estomac gonflé. Tout ce repas les avait endormis, alors ils commençaient à tituber. En fait, nous avions tous un peu trop mangé pour le dîner, alors nous avons fait une promenade le long du port avant de retourner au bateau. Les crevettes vapeur étaient adorables, je vous assure. Oui, le dressage était exquis. La nourriture était délicieuse, et les carapaces de crevettes étaient délicieusement croustillantes. Nana, Lulu et Lisa ont toutes fait l'éloge du repas. Le commentaire de Lisa était un peu étrange, mais j'ai décidé de faire preuve de politesse et de l'ignorer. Repu, a marmonné Mia en me prenant la main. Arisa, qui me tenait l'autre main, était très silencieuse. Elle avait été très joyeuse pendant le dîner, mais une fois la promenade commencée, elle a pris une expression inquiète et semblait plongée dans ses pensées. Tu as trop mangé et tu t'es fait mal au ventre? Ouais, un peu. Ce n'était certainement pas la cause, mais je ne voulais pas évoquer le rêve qu'elle avait fait pendant notre sieste. Si elle avait voulu en parler, elle l'aurait probablement évoqué elle-même. Nous avons marché un moment en silence, profitant de la brise nocturne. Les étoiles et les lumières de la ville se reflétaient dans le grand fleuve, créant un tableau magnifique comme je n'en avais jamais vu. Alors que je m'arrêtais pour contempler le paysage, Lulu poussa un soupir ému. Quel rêve! L'observation de Lulu est juste, je l'affirme. Apparemment, elles aussi profitaient de la vue sur le fleuve. J'avais l'étrange soupçon qu'elles ne regardaient pas vraiment dans cette direction, mais il n'y avait rien d'autre autour qui puisse être qualifié de rêveur, alors ça devait être mon imagination. On y va? Sentant que quelque chose clochait, j'ai baissé les yeux. Pendant le bref instant où nous avions arrêté de marcher, Tama et Pochi s'étaient endormis aux pieds de Lisa. Comme leur ventre était bien rempli, j'ai demandé à Nana et à Lisa d'en porter un chacune, au lieu que Lisa les porte sous ses bras comme d'habitude. Maître, il y a un bateau qui navigue sur le fleuve, murmura discrètement Lisa à mon oreille. Me demandant qui naviguerait après le coucher du soleil, alors que la navigation sur le fleuve était interdite, j'ai ouvert la carte pour vérifier. Affiliation, aile de la liberté. Quoi, encore ces types? Arisa rompit son long silence pour réagir à mes murmures. C'est ce groupe d'adorateurs de Seigneur Démon? Oui, on dirait. Les membres des ailes de la liberté de la ville se rendaient quelque part sur ce vaisseau. Ce serait une chose que les autorités se contentent de les chasser, mais je ne pouvais pas laisser passer l'idée qu'ils partent faire des bêtises quelque part. Si je les ignorais et qu'ils invoquaient un seigneur démon ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment pénible. J'ai marqué le vaisseau et les membres qui semblaient les plus importants. Me demandant si l'invocation d'urgence de Mademoiselle Sarah avait un rapport avec cette situation, j'ai ouvert la carte pour vérifier son statut. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, maître? J'étais trop choquée pour répondre à Arisa sur ce que j'avais trouvé. État, possédé. C'était le statut actuel de Mademoiselle Sarah.